Alors, bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo récapitulative sur la révolution industrielle. Donc, le titre de ce chapitre, c'est l'industrialisation responsable de tout ce que nous sommes aujourd'hui. Donc, pour cette vidéo, on va aborder les différentes thématiques suivantes. Nous allons commencer par les causes de la révolution industrielle. On va voir, l'importance de l'exode rural, le commerce triangulaire qui n'est pas dans vos notes de cours, mais tout de même, qui vaut la peine d'être mentionné. La machine à vapeur ainsi que le charbon. Par la suite, les changements productifs, donc les 5 grands changements au niveau de la production, notamment en raison de la machine à vapeur et le charbon qui reviennent tous les deux comme dans le premier segment. Le développement des industries, les moyens de transport et l'avènement du capitalisme. Finalement, la conséquence de cette révolution industrielle, notamment sur les conditions de travail en usine, l'avènement du syndicalisme et finalement, donc, le socialisme. Donc, pour commencer, c'est important de comprendre les raisons pour lesquelles il y a un exode rural. Il y a un exode rural pour 3 grands facteurs, notamment les progrès agricoles qui eux-mêmes vont entraîner une diminution du nombre de travail disponible en région. Et puis, il y a également les lois sur l'enclosure qu'on va revoir dans quelques instants. Pour ce qui est du progrès agricole, il y a un progrès agricole en Angleterre qui va commencer à se généraliser autour du 18e siècle. Notamment la rotation des cultures. Donc, vous savez, on en a déjà parlé, ça existe depuis le Moyen Âge. Donc, la jachère. À la différence, cette fois-ci, qu'on va maintenant également ajouter des légumineuses comme le trèfle ou la luzerne sur l'espace de repos. De cette manière, ça donne également une alimentation pour les animaux qui, eux-mêmes, on va utiliser leur fumier pour engraisser la terre. Il y a également d'autres grandes avancées. Il y a par exemple l'invention de la batteuse à grains, qui va être actionnée au début par le moulin à eau et progressivement, avec l'apparition de la machine à vapeur, va venir remplacer la force humaine ou animale, qui fait en sorte qu'on n'a plus besoin d'avoir autant de personnes. En fait, ce qui est important de retenir, c'est qu'en raison du progrès agricole, et ça c'est ça qu'il faut retenir pour l'examen, en raison du progrès agricole, on n'a plus besoin d'avoir autant de gens en campagne. Donc ça, c'est ce qui explique pourquoi il y a une diminution de la quantité de travail disponible en région. Finalement, ça fait en sorte qu'en raison du progrès agricole, il y a une augmentation de la population, on s'alimente mieux en région, la vie va mieux. Donc, plus il y a des personnes et moins il y a de travail, plus il y a du chômage, et le chômage fait en sorte que certaines personnes vont quitter pour la ville. Il y a également l'autre loi, la loi sur l'enclosure. Les lois sur l'enclosure, en fait, c'est une série de lois qui sont apparues entre le 15e et le 18e siècle, qui ont progressivement fait en sorte que les terres ont commencé à être vendues, donc les terres communales, à des grands propriétaires terriens. Les petits fermiers qui travaillaient sur ces terres communales, n'ont plus de travail, ne peuvent plus vraiment cultiver la terre, étant donné que ces terres ont été vendues à des grands propriétaires. Les grands propriétaires n'ont plus besoin d'eux en raison du progrès agricole, ce qui fait en sorte que, ces gens-là quittent pour la ville. Le fait d'aller habiter en ville amène son lot d'avantages. Dans le fond, en fait, principalement, c'est au niveau des emplois. Puis ça, c'est quand même quelque chose de mitigé, en fait, pour moi. Donc, parce que, d'une part, oui, il y a des emplois qui sont disponibles en ville, c'est vrai. Il y en a plus qu'en campagne. Mais, c'est pas tout le monde qui va être capable de travailler. Et c'est une des raisons, encore une fois, qui explique pourquoi les conditions de travail, les conditions de vie des ouvriers, on va le voir plus tard dans la vidéo, sont si minables. Donc, il y a des emplois, ce sont des emplois qui sont simples, les employés vont être facilement remplaçables et ça va amener son lot de problèmes. En plus, c'est hyper dangereux, imaginez. L'autre avantage, c'est tout ce qui a trait au progrès et à la nouveauté. Donc, c'est bien évident que la plupart des gens veulent aller voir ces grandes machines qui maintenant existent en ville. Le progrès tel que la locomotive fait en sorte qu'on peut maintenant se déplacer à des vitesses qui vont pouvoir atteindre 100 km/h. Imaginez, on en reparlera tantôt, mais ces progrès vont faire en sorte que, tout le monde veut aller voir ces nouveaux engins. Maintenant, pour ce qui est des désavantages de vivre en ville, la première, c'est les conditions de vie. Les conditions de vie vont être
désastreuse dans les villes, notamment en raison du travail, de la proximité avec les usines, qu'on va voir plus tard de toute façon. OK? Puis, ça fait en sorte que le taux de mortalité va être plus élevé. Les gens vont commencer à s'empiler. On va voir la construction d'appartements, mais dans les quartiers ouvriers, les toilettes sont à l'extérieur. C'est pas vraiment, c'est pas adapté. Il n'y a pas de système d'aqueduc efficace. Ce qui fait en sorte qu'il va y avoir une prolifération des maladies telles que le choléra, qui va faire en sorte que plusieurs personnes vont mourir au début. Avec le temps, par contre, on va commencer à comprendre un peu la cause de ces maladies, qui va faire en sorte que, progressivement, oui, le taux de mortalité était très élevé au début, comme c'est indiqué dans vos notes, mais progressivement, eh bien, l'industrialisation va faire en sorte que l'espérance de vie va augmenter, parce que la plupart des gens vont maintenant commencer à être capables d'acheter des produits qui vont être fabriqués à la chaîne. On reviendra sur ce concept-là plus tard. Donc maintenant, en haut de la page 4, vous allez voir qu'on a un schéma qui explique l'une des causes. Okay? Donc il y a une erreur ici dans le document, à la place d'expliquer les causes, c'est l'une des causes, parce qu'on a également, il ne faut pas l'oublier, le charbon et la machine à vapeur, mais ces deux éléments-là, donc le charbon et la machine à vapeur, nous allons le voir en profondeur dans la transformation des modes de production. Okay? Donc on ne va pas vraiment l'aborder dans les causes, sachez qu'il y a ces deux causes, mais on va le voir dans le prochain segment. Donc, pour ce qui est du schéma, on voit en fait que ce qui est en haut, c'est le progrès agricole. Maintenant, j'espère que vous comprenez l'utilisation des machines, la jachère, donc ce qui fait en sorte que eh bien, la production augmente. Donc, ces progrès-là vont amener une meilleure alimentation. Les gens se nourrissent mieux, ils ont accès à la nourriture plus facilement, les prix baissent, question d'offre et de demande, ce qui fait en sorte que, étant donné qu'on s'alimente mieux, eh bien, les gens vivent plus longtemps. Donc, ça augmente l'espérance de vie. L'espérance de vie qui augmente entraîne son lot d'augmentation de la hausse de la population. Et ça, par la suite, plus il y a du monde, ces gens-là doivent travailler. Et vu qu'il n'y a plus autant de travail en raison des machines, en raison de l'enclosure, en raison de tous les facteurs qu'on a nommés précédemment, eh bien, ces gens-là quittent pour la ville. La diminution du travail fait en sorte que les gens sont obligés de quitter pour la ville. Sans travail, tu ne peux pas te nourrir, ce qui fait donc que, eh bien, tu dois te trouver nécessairement du travail. Alors, nous sommes maintenant rendus au mode de production. Hein? Donc, on parle vraiment d'un changement productif qui s'est déroulé en raison de 5 facteurs. Le premier facteur, eh bien, c'est la machine à vapeur. Il y a également le charbon. Il y a aussi le développement des nouvelles industries, on en reparlera. Il y a aussi les moyens de transport et finalement l'avènement du capitalisme en tant qu'idéologie dominante en Angleterre. Donc, on commence par la machine à vapeur et la machine à vapeur a été mise au point en 1776 par l'ingénieur britannique James Watt. C'est un peu triste pour Thomas Newcomen qui avait déjà élaboré une première version de cette machine à vapeur, mais l'utilisation et le double piston en fait de James Watt va faire en sorte que eh bien, sa machine va être beaucoup plus utilisée et plus performante. Donc, cette machine à vapeur qui fonctionne en fait à l'aide d'une chaudière et du charbon, donc une chaudière remplie d'eau pour faire la vapeur, bien sûr, qui est chauffée à l'aide de charbon, faire en sorte qu'il y a un mouvement de va-et-vient d'un piston qui rend donc un mouvement automatique. Qui rend donc le mouvement automatique. La machine à vapeur va être principalement utilisée pour faire fonctionner les moyens de transport, comme le bateau à vapeur et la locomotive qu'on va voir un peu plus tard. C'est également utile pour tout ce qui a rapport avec la mécanisation. Toutes les machines-outils, on peut penser au marteau-pilon, on peut penser à tout ce qui a rapport avec le laminage, on peut penser aux tables de production qui avancent. Eh bien, tout ça est actionné à l'aide du système de la machine à vapeur. Fait qu'on va avoir une augmentation fulgurante du nombre de machines à vapeur en Angleterre et par la suite partout en Europe. L'importance qu'a joué la machine à vapeur va avoir une répercussion immédiate sur le deuxième point, le charbon. Parce que ce qui fait en sorte que la vapeur, qu'il y a de la vapeur, donc que l'eau soit chauffée et que ça devienne de la vapeur, eh bien, c'est le charbon.
le charbon va être utilisé comme combustible pour la machine à vapeur. En plus, il y a du charbon en masse en Angleterre, qui fait en sorte que, eh bien, pour les Anglais, le charbon est comme un don de Dieu. Hein? Donc, c'est un don qui a été offert aux êtres humains pour être capable d'augmenter leur productivité. Les utilités du charbon, eh bien, c'est principalement utilisé pour se chauffer. Encore aujourd'hui, dans la plupart des pays en voie d'industrialisation, bon, on ne parle plus vraiment d'une industrialisation comme à l'époque, on parle vraiment d'une industrialisation comme nous avons ici au Canada. Donc, ces pays qui sont en voie d'industrialisation vont principalement utiliser le charbon pour se chauffer. C'est aussi utilisé pour actionner la machine à vapeur, je vous l'ai dit. Donc, c'est ce qui fait chauffer l'eau dans la machine à vapeur. Et finalement, eh bien, le charbon va être utilisé pour la production d'acier. Donc, ces trois utilités-là font en sorte qu'on doit ouvrir des mines, on va en ouvrir partout en Angleterre, il va en avoir partout, en fait, par la suite en Europe du Nord, qui va faire en sorte que, eh bien, l'industrie des mines va exploser. On a besoin de charbon et en plus, lorsqu'on on recherche du charbon, lorsqu'on mine le charbon, on découvre en même temps d'autres minéraux comme le fer qui va être utilisé pour les chemins de fer. Donc, c'est vraiment pratique. C'est un système où toutes les pièces s'imbriquent l'une dans l'autre. Hein? Donc, on a besoin du charbon pour faire fonctionner les machines à vapeur et on va utiliser, eh bien, le fer qui se trouve également dans les mines pour construire des chemins de fer qui eux-mêmes vont être utilisés pour transporter le charbon vers les villes. Fait que ce système-là au complet, là, tout ça va ensemble et c'est ce qui fait en sorte que eh bien, l'industrialisation est un véritable coup de génie à l'époque. Les deux principales industries qui vont se développer à l'époque en Grande-Bretagne donc, sont eh bien, la métallurgie et l'industrie textile. Donc, l'industrie métallurgique, c'est nécessairement lié aux deux premiers points. Donc, on a besoin de fabriquer de l'acier. Le fer à la base n'est pas, en raison de l'oxydation, ne peut pas être très utilisé. On doit développer de l'acier. Et pour cela, eh bien, on a besoin de fer et de carbone. Et quand je vous dis que le système est tellement bien fait, bien, dans le charbon, quand c'est chauffé, il va y avoir du monoxyde de carbone qui, lui, va venir se mélanger au fer chauffé et ça va créer ensemble eh bien, de la fonte. Donc, on va éviter les détails, donc, mais en bout de ligne, donc, cette métallurgie va être utilisée pour développer les locomotives, les bateaux à vapeur, les rails des chemins de fer, va être utilisée pour les wagons, va être utilisée pour une panoplie de produits qui sont nécessaires à ce que l'industrialisation fonctionne. De l'autre côté, l'industrie textile eh bien, se développe notamment en raison du commerce triangulaire. Si vous vous en rappelez bien, eh bien, la Grande-Bretagne, l'Angleterre, a gagné la guerre de 7 ans. Et avec la guerre de 7 ans, elle est allée chercher plusieurs colonies à la France dans les Antilles. Et ça a fait en sorte que, eh bien, l'Angleterre a été capable a commencé à importer beaucoup de coton. Et dans ce commerce triangulaire, quel était le but donc des métropoles? Eh bien, c'était de transformer ces produits-là et les revendre, donc pour avoir plus de ressources et s'enrichir avec le commerce. Donc, elle reçoit ces matières premières comme le coton qui provient d'Amérique, le transforme et par la suite le revend. Alors maintenant, pour ce qui est des moyens de transport, eh bien, il y en a principalement deux qui vont se développer. Le premier, eh bien, c'est le bateau à vapeur qui arrive un peu avant le deuxième, qui est la locomotive. Ensemble, ces deux moyens de transport vont être capables de transporter efficacement les matières premières vers les usines et par la suite les produits transformés vers les commerces. Ça va faire en sorte que l'Angleterre va vraiment, par exemple, dans le cas du bateau à vapeur, est capable d'être dominante sur les mers. Donc, notamment, par leurs bateaux à vapeur, ils vont être beaucoup plus rapides que les bateaux à voile. Par les locomotives, on va avoir de plus en plus un rapprochement
si on veut, en termes de temps, de distance entre les différentes villes. Donc, à l'aide de locomotives qui peuvent atteindre à un certain moment 100 km/h, eh bien, la distance entre certaines villes comme Manchester et Liverpool est grandement réduite. Ça va faire en sorte que des villes comme Liverpool vont être capables de se développer en raison de leur port et par la suite vont être capables d'exporter eh bien, les produits transformés partout en Europe. De plus, ces changements productifs amènent aussi le développement plus élargi d'une mentalité qui existe depuis l'avènement du protestantisme en Angleterre. Je parle bien du capitalisme. Depuis Henri VIII et les réformes protestantes qu'il y a eu en Angleterre, il s'est progressivement installé un changement de mentalité. La mentalité a fait que tout le monde avait accès au paradis. Il suffisait d'interpréter la Bible par soi-même. On n'avait plus besoin d'intermédiaire de l'Église. Si vous vous rappelez bien, l'Église ne voulait pas vraiment, enfin n'encourageait pas la recherche de la richesse. Elle croyait plutôt qu'on devait vivre comme Jésus avait vécu, dans une pauvreté, et sans vraiment rechercher le profit. Avec le protestantisme, cette idée change radicalement. Donc, il n'y a plus vraiment un intermédiaire qui a à dire comment vivre ta vie. Toi-même, tu es capable de prendre ces décisions en lisant le livre sacré, la Bible. Cette mentalité capitaliste va progressivement s'installer dans les hautes instances du pouvoir et surtout, en fait, avec l'arrivée de documents comme le Bill of Rights qui vient donner du pouvoir à une bourgeoisie, eh bien, la bourgeoisie va profiter donc de ce capitalisme pour s'enrichir. Les grands gagnants de l'avènement du capitalisme dans la bourgeoisie, eh bien, sont ceux de la grande bourgeoisie. On va voir, il y a deux classes de bourgeoisie. Eh bien, dans la grande bourgeoisie, ce sont principalement les entrepreneurs, donc ceux qui vont vouloir s'associer pour créer des nouvelles compagnies, qui vont gagner. Donc, il y a les entrepreneurs et de l'autre, il y a également les banquiers. Les plus grands perdants, eh bien, c'est ceux qui ont migré vers les villes durant l'exode rural. Donc, ces anciens paysans qui deviennent maintenant des ouvriers. Pourquoi est-ce que ces ouvriers, ces anciens paysans, sont-ils les grands perdants? Eh bien, c'est notamment en raison du fait que, même dans les villes, le taux de chômage est très élevé. Le type d'emploi disponible pour ces gens-là est également limité. Ils n'ont pas vraiment de compétences. Ce qui fait en sorte que, eh bien, pour les entrepreneurs, pour les bourgeois, c'est très facile de remplacer un ouvrier. Surtout que dans un travail à la chaîne, eh bien, l'employé n'effectue qu'une seule tâche répétitive. Les salaires vont constamment diminuer au départ. La compétition s'installe et en raison de la montée du libéralisme d'Adam Smith, donc ce concept où on doit laisser les entreprises décider du prix, décider des salaires, décider des conditions, en fait, tout ça pour laisser à ces entreprises la possibilité d'entrer en compétition l'une avec l'autre. L'objectif derrière ça peut paraître noble, c'est en fait faire en sorte que les prix diminuent. Or, la bourgeoisie n'est pas prête non plus à diminuer ses profits. Ça ira à l'encontre du système capitaliste. Donc, c'est quoi qui va baisser en premier? Eh bien, le salaire de ces pauvres ouvriers. Nous sommes maintenant rendus à parler des conditions de travail de cette classe ouvrière. Donc, eh bien, c'est très, très pénible. C'est extrêmement pénible. Ceux-ci exécutent des tâches monotones, répétitives pendant 14 à 16 heures par jour. Donc, 6 jours sur 7, même, ils sont surveillés par des contre-maîtres qui sont très exigeants. Puis, en cas de maladie, d'accident ou de vieillesse, en fait, ils sont tout simplement congédiés. Donc, vraiment aucune sécurité d'emploi. Le salaire d'un ouvrier seul n'est pas suffisant pour faire vivre sa famille. Donc, c'est les raisons pour lesquelles les femmes et les enfants doivent travailler. C'est essentiel, en fait, pour la famille. Et la femme, en raison du fait que elle est née avec le mauvais sexe, donc eh bien, elle a la moitié du salaire de l'homme. Et les enfants, en raison de leur petite taille et du fait qu'ils sont des enfants, eh bien, ont le quart du salaire d'un homme pour les mêmes heures de travail.
L'espérance de vie ne dépasse pas vraiment les 30 ans à cause de la mortalité élevée chez les enfants. Les enfants sont principalement utilisés dans les mines, donc parce que des fois c'est souvent difficilement accessible. Donc on va les envoyer dans les endroits plus restreints, puis ça va en fait, il va y avoir plusieurs accidents. Les mines ne sont pas nécessairement stables, ça peut s'écrouler et eh bien les enfants vont mourir assez fréquemment. En plus, eh bien, les ouvriers vivent à proximité des usines. Donc, le fait qu'ils habitent près des usines fait en sorte que, eh bien, il y a une pollution ambiante. C'est sale, c'est mal propre, c'est mal aéré aussi. Ils sont pollués par la fumée. Puis, vu que les logements sont collés l'un aux autres, eh bien, les épidémies vont se transmettre très, très facilement. C'est bien différent des quartiers bourgeois. Les quartiers bourgeois, eux, de leur côté, eh bien, donc, ça va être dans des quartiers qui sont beaucoup plus aérés, il y a des espaces verts. Les quartiers bourgeois aussi sont situés loin des usines, faisant en sorte que, eh bien, on va vraiment voir une disparité entre les deux classes sociales. Tous ces problèmes, notamment en raison des conditions de travail, vont faire en sorte qu'on va voir en même temps la naissance des premiers mouvements ouvriers. On peut passer aux Ludites qui, eux, brisaient les machines parce qu'on blâmait les machines pour nos mauvaises conditions de travail. On se disait, on a moins d'emplois à cause des machines, les propriétaires, avec les profits, achètent des machines, donc, si on brise les machines, eh bien, ils vont être obligés d'engager plus de personnes. Ça ne fonctionnera pas et on va voir en fait différents regroupements et associations se créer. C'est la naissance vers le milieu du 19e siècle en Angleterre des premiers syndicats. Donc, ils vont recourir à la grève. Donc, les gouvernements, de leur côté, eux, interdisent la grève parce qu'ils disent que c'est illégal en raison du fait que ça brime les entreprises de faire du profit. Donc, il faut laisser la liberté aux entreprises de faire du profit. Et à ce moment-là, eh bien, encore une fois, un conflit éclate entre les deux classes sociales. Les syndicats ouvriers trouvent des alliés parmi certains membres de la petite bourgeoisie qui sont touchés par leur sort. En Grande-Bretagne, puis dans d'autres pays d'Europe, ces bourgeois fondent des partis socialistes. Le père, l'un d'entre eux, en fait, était le philosophe et économiste allemand Karl Marx. Karl Marx, pour vous sachiez son histoire, eh bien, était issu d'une famille bourgeoise. Il a étudié l'histoire et selon lui, en fait, l'histoire est une lutte perpétuelle entre deux classes sociales. La plus récente étant, en fait, la bourgeoisie et le prolétariat. Prolétariat, un autre terme qui signifie également la classe ouvrière. Marx voit dans la société capitaliste de son temps l'aboutissement ultime de cette lutte des classes. Selon lui, cette lutte se terminera nécessairement par une révolution violente dont le prolétariat, donc les classes ouvrières, sortira vainqueur. Marx incite les prolétaires de tous les pays à s'unir pour faire cette révolution et renverser la société capitaliste. Ces idées sont exposées dans le manifeste du Parti communiste qu'il a écrit à Londres en 1848 avec son ami Friedrich Engels. Donc en 1849, il s'installe définitivement en Angleterre. De leur côté, les syndicats auront plusieurs revendications, notamment par exemple l'augmentation des salaires, la réduction des heures de travail, le droit à la grève, le travail, donc éliminer le travail des enfants, et finalement, plus de sécurité au travail. Au départ, même si les grèves syndicales sont bannies et illégales, eh bien, les syndicalistes vont progressivement se faire des alliés au sein du gouvernement. On arrivera à limiter le travail des jeunes enfants et les causes syndicales vont amener avec eux l'amélioration des conditions de vie des ouvriers. Donc voilà, ça résume environ pas mal tout le chapitre. Je vous remercie de l'écoute. Donc maintenant, eh bien, voici les notes de cours du document, donc corrigé. Je vous souhaite une bonne étude, bon succès et à bientôt.